Imaginez la scène. Quelqu'un s'effondre, là, d'un coup. Le temps semble se figer. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment. Et surtout, on va voir comment des gestes tout simples peuvent faire la différence entre la vie et la mort. C'est la question, hein, celle que personne n'a envie de se poser, mais à laquelle tout le monde devrait avoir une réponse. Parce que ce qui va se jouer dans les toutes premières minutes, eh bien ça dépend quasi entièrement des personnes qui sont là, sur place. Bon, alors, allons droit au but. Un arrêt cardiaque, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit dans les films, avec la main sur le cœur et tout ça. Pour bien agir, il faut d'abord comprendre la mécanique derrière. Faut bien faire la différence, ce n'est pas une crise cardiaque. La crise cardiaque, c'est un problème de tuyauterie, une artère qui se bouche. L'arrêt cardiaque, lui, c'est une panne électrique. Le cœur s'arrête de pomper le sang efficacement. Et là, d'un coup, plus rien ne circule vers le cerveau. C'est une coupure de courant générale et immédiate pour tout le corps. Et voilà le chiffre qu'il faut absolument retenir. 10%. Chaque minute qui passe sans qu'on fasse un massage cardiaque, les chances de survie diminuent de 10%. C'est énorme. Au bout de 10 minutes, vous imaginez, elles sont quasiment nulles. Le temps, ici, ce n'est plus de l'argent, c'est de la vie, littéralement. Mais la bonne nouvelle, c'est que face à cette urgence absolue, il y a un plan d'action, une stratégie claire, reconnue dans le monde entier. Ce n'est pas de l'impro, c'est un protocole bien rodé, on l'appelle la chaîne de survie. Et voici les 4 maillons de cette chaîne. Regardez bien, les 2, voire les 3 premiers maillons ne dépendent pas des médecins. Non, ils dépendent des témoins, de la personne qui est là, qui voit la scène et qui prend la décision d'agir. Chaque maillon est absolument vital. Si un seul casse, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Ok, alors passons à la pratique. Concrètement, on fait quoi? Quelles sont les actions que n'importe qui peut et doit faire? C'est vraiment là que tout se joue. Comment on sait que c'est un arrêt cardiaque? En fait, c'est simple. La personne est inconsciente, elle ne réagit pas du tout quand on la secoue doucement ou qu'on lui parle, et surtout, elle ne respire pas. Ou alors, elle a une respiration très bizarre, bruyante, un peu comme des hoquets. On appelle ça des gaz spagoniques. Attention, ce n'est pas de la respiration. Si on a ces 2 signes, on considère que c'est un arrêt et on agit tout de suite. Le premier réflexe, la priorité absolue avant même de toucher la victime, c'est d'alerter. On appelle le 15, le SAMU. Ou mieux, on crie à quelqu'un de le faire. L'astuce géniale, c'est de mettre son téléphone sur haut-parleur. Comme ça, le médecin régulateur peut nous guider, nous dire quoi faire en direct. C'est le premier maillon, on l'a vu. Et voilà le rythme à adopter pour les compressions thoraciques, entre 100 et 120 par minute. Pour se donner une idée, c'est à peu près le tempo de la chanson Stayin' Alive des Bee Gees. C'est un moyen mnémotechnique un peu connu, mais qui peut vraiment sauver une vie. Alors, il ne suffit pas d'aller vite, il faut aussi appuyer fort, très fort. Chez un adulte, le but, c'est d'enfoncer le sternum de 5 à 6 cm. Oui, ça paraît beaucoup. On a souvent peur de mal faire, de casser des côtes, mais il faut savoir qu'une côte cassée, ça se répare. Un cerveau qui n'a pas été oxygéné, non. Donc on appuie. Ça, c'est le ratio standard pour les gens qui ont été formés. On fait 30 compressions sur le thorax, puis 2 insufflations, le fameux bouche à bouche. Et on recommence ce cycle encore et encore, sans jamais s'arrêter jusqu'à ce que les secours arrivent ou qu'on ait un défibrillateur. On arrive maintenant au 3e maillon de la chaîne, celui qui peut, dans certains cas, littéralement redémarrer la machine, la défibrillation. Ce qui est génial avec ces appareils, les DEA, c'est qu'ils sont faits pour être utilisés par n'importe qui. On en trouve de plus en plus dans les lieux publics, les gares, les mairies. Il suffit de l'ouvrir et une voix nous dit exactement quoi faire, étape par étape. L'appareil analyse lui-même le rythme du cœur et ne délivrera un choc que si c'est nécessaire. On ne peut pas faire d'erreur. Alors, pourquoi un choc électrique? Parce que dans certains arrêts, le cœur n'est pas complètement à l'arrêt. En fait, il fibrille. C'est un chaos électrique total. Il tremble mais ne pompe plus rien. Le choc sert de reset, de redémarrage pour tout remettre à zéro et espérer que le cœur reparte normalement. Mais attention, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà pourquoi le massage cardiaque est toujours indispensable en attendant. Juste pour l'info, c'est l'énergie que délivrent les défibrillateurs modernes. Mais honnêtement, ce chiffre n'a pas d'importance pour le témoin. La machine gère tout. La seule chose à faire, c'est de bien s'assurer que personne ne touche la victime au moment où le choc est délivré. Et nous voilà au dernier maillon, la cavalerie est arrivée, le SMUR est sur place, et là, c'est la médecine de pointe qui prend le relais des gestes de premier secours. Une fois sur les lieux, l'équipe médicale déploie un véritable arsenal. On parle d'injection d'adrénaline pour rebooster le cœur, d'autres médicaments pour stabiliser son rythme, l'intubation pour contrôler parfaitement la respiration, et en même temps, ils mènent une enquête pour trouver la cause de l'arrêt et la traiter. C'est une stratégie globale pour maximiser les chances de survie sans séquelles. Mais il faut bien comprendre une chose. Toutes ces techniques de pointe, tous ces médicaments, ils ne servent à rien si le cerveau était privé d'oxygène pendant les premières minutes. Le massage cardiaque du témoin, son but n'est pas de faire repartir le cœur. Son but, c'est d'acheter du temps.
C'est de continuer à faire circuler un peu de sang pour que le cerveau reste en vie en attendant que les experts puissent travailler. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que toute cette chaîne, aussi solide et technique soit-elle, elle repose entièrement sur une seule chose, la décision d'un témoin d'agir. C'est ça le point de départ de tout. S'il ne fallait retenir qu'une seule phrase, un seul mantra, ce serait celui-là. Compresser tôt et fort. Tôt parce que chaque seconde compte, et fort parce que c'est la seule façon d'être efficace. Tout le reste en découle. La chaîne de survie, elle ne commence pas à l'hôpital, ni même dans l'ambulance. Elle commence sur un trottoir, au supermarché, à la maison, avec une personne qui voit quelque chose et qui choisit de ne pas rester les bras croisés. La vraie question, ce n'est pas de savoir si les secours vont arriver vite. La vraie question, c'est qui sera là pour être ce tout premier maillon.